Bonsoir à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Bon, comme je vous le dis maintenant depuis trop longtemps à mon goût et à n'en pas douter sûrement du vôtre également, malgré la situation que nous vivons actuellement, les équipes d'HEC Débat travaillent activement pour vous proposer des conférences et des échanges que nous espérons dynamiques et intéressants. Intéressant en tout cas, nul doute que l'échange d'aujourd'hui le sera. À ce propos, je tiens à vous remercier très chaleureusement, Madame de Montchalin, de vous être rendue disponible pour nous ce soir. C'est un grand privilège de vous avoir et de pouvoir échanger et débattre avec vous. Nous savons ô combien votre temps est précieux et nous vous en remercions d'autant plus d'être présente parmi nous ce soir. Bon, je ne peux par contre pas vous garantir que certaines questions ne concerneront pas un potentiel troisième reconfinement. Et je prends ce sourire pour une confirmation, Madame la Ministre. Sachez que la nouvelle paraîtra dans tous les journaux demain. Vous avez annoncé un troisième reconfinement en direct dans une conférence HEC Débat. Pas du tout. Je vous rassure, bien sûr. Je souris parce qu'on a plein d'autres choses à se dire. Et évidemment, bien sûr, nous n'allons pas parler de ça, mais je ne sais pas ce que diront les élèves. Nous verrons bien. En tout cas, c'est d'autant plus un honneur de vous recevoir ce soir parce que, outre votre parcours impressionnant et votre rôle de ministre, vous êtes une ancienne élève d'HEC. Donc, j'avais posé la même question à Madame Pannier-Runacher, qui est comme vous, alumne à HEC. Très solennellement, pouvons-nous espérer de reprendre les pots d'ici la fin de l'année, Madame la Ministre? Les élèves sont inquiets. Les élèves d'HEC, la communauté HEC s'interroge. Cesse de plaisanterie, je tiens encore une fois à vous remercier chaleureusement au nom de tous les étudiants d'HEC et au nom de l'association HEC Débat. Merci également à nos partenaires, Mazars et le Champagne Le Brin de Neuville, de nous soutenir dans notre activité et dans notre cycle de conférences. Et puis enfin, on ne vous le dira jamais assez, mais merci à vous, public virtuel, d'être présent ce soir pour assister à cette conférence. Soyez assurés de notre travail, de notre motivation et surtout de notre volonté à retourner au format présentiel aussi vite que faire se peut. Marc Vanueleux a annoncé tout à l'heure que les cours reprendraient en présentiel sûrement la semaine prochaine et nous ferons tout pour qu'il en soit de même pour les conférences. Je vais maintenant laisser la parole à Amance, qui a la dure tâche de résumer votre parcours en quelques mots, Madame la Ministre. Et puis, qui sait, elle sera peut-être également ministre un jour. Je lui souhaite en tout cas. À très vite pour une nouvelle conférence au nom de toute l'équipe HEC Débat et je vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir Madame la Ministre, merci encore. J'ai l'honneur donc de prendre la parole pour retracer votre parcours. Vous êtes donc née à Lyon en 1985. Au départ, vous êtes hésitante quant à vos positions politiques, puisque vous étudiez au lycée Hoche pour finalement suivre la classe préparatoire à Ginette. En 2005, vous intégrez HEC, qui a le plaisir de vous recevoir ce soir. Votre histoire avec les grandes écoles ne s'arrête pas là, puisque vous obtenez en 2014 un master en administration publique à Harvard. Vous travaillez tout d'abord dans le secteur privé, notamment chez BNP Paribas, puis chez AXA, où vous êtes en charge du suivi des politiques publiques. À noter que votre action politique n'est pas soudaine, puisque vous avez l'occasion de côtoyer les sphères de l'État, notamment lors d'un stage à l'Assemblée nationale et dans le cadre de réflexion pour l'UMP, et en particulier pour le programme économique d'Alain Juppé. Mais c'est en 2016 que votre engagement prend une toute nouvelle forme, puisque c'est dans l'élan politique initié par Emmanuel Macron que vous décidez de vous présenter en tant que député de la 6e circonscription de l'Essonne. Votre position au sein du parti évolue en accord avec votre parcours en école de commerce, puisque vous devenez coordinatrice d'En Marche pour la commission des finances et êtes porteuse, voire à l'origine, de nombreux projets et réflexions de réforme économique. En 2018, vous devenez première vice-présidente du groupe LAREM et c'est en 2019 que vous êtes nommée secrétaire d'État chargée des affaires européennes, un autre sujet qui vous tient à cœur depuis le début de votre carrière politique et professionnelle. Finalement, en juillet 2020, au cœur de la crise que nous traversons encore, vous devenez ministre de la Transformation et de la Fonction publique du gouvernement Castex. Cet intitulé de ministère étonne et interpelle, mais vous l'avez expliqué et justifié dans les médias, ce qui me permet aujourd'hui d'essayer de résumer votre tâche herculéenne. Votre premier objectif est d'assurer une certaine conformité et applicabilité des décisions prises au sommet à la réalité quotidienne des Français. Pour vous, il faut pouvoir observer des changements dans la vie de tous les jours, des changements qui seraient les conséquences positives des réformes proposées par le gouvernement. Vous vous dites la porte-action de ce gouvernement par analogie avec le rôle de porte-parole. Pour vous, c'est l'efficacité publique qui doit en sortir victorieuse.
Vous proposez donc une sorte de baromètre qui permet de repérer les blocages dans la fonction publique et de répondre aux besoins de transparence de l'action de l'exécutif. Toujours en marche, votre combat est également celui de revaloriser et de diversifier la haute fonction publique. Vos idées font débat, ça tombe bien, notamment celle de réserver des places à des candidats issus de milieux dits modestes dans les concours. Un autre chantier auquel vous vous attaquez et sur lequel les modérateurs reviendront sûrement est celui de l'utilisation de l'outil numérique dans la fonction publique. En tant que ministre de la Transformation, il semble logique de rechercher une certaine modernisation technologique, mais sera-t-elle adaptée au territoire et aux Français ? Votre nouveau poste est l'occasion de se poser des millions de questions sur le système public français et sur l'avenir de celui-ci. Alors merci de prendre de votre temps pour y répondre au nom de toute l'équipe HEC Débat. Bonsoir Madame la Ministre. Est-ce que j'ai le droit de vous dire 2 choses avant qu'on commence à parler de choses sérieuses ? Évidemment. Bon, d'abord, vous dire que je suis très contente d'être avec vous. J'ai été membre de HEC Débat quand j'étais sur le campus et j'avais eu la chance d'interviewer notamment Bill Gates qui était venu faire une visite. Donc, comme vous voyez, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, mais on parlait de lui différemment. Je pense que c'était en 2004 ou 2005. Donc, dans vos archives, vous devez pouvoir retrouver ces choses-là et vous dire que j'ai un lien avec HEC assez particulier parce que j'ai grandi dans la famille qui sont les voisins, qui est la ferme de Villetin, puisque c'est là qu'a grandi ma maman. Et donc, les vaches que vous respirez quand vous êtes sur le campus sont celles de ma grand-mère, de mon oncle et de ma tante maintenant. Et donc, j'ai toujours un grand plaisir d'avoir à passer devant chez vous souvent, puisque du coup, vous imaginez bien que je suis la députée qui est députée des Champs de l'autre côté de la N118, donc jamais très loin de chez vous. Et vous dire que donc, en ces temps difficiles, j'ai effectivement trouvé que c'était utile de peut-être avoir 1 heure avec vous qui vous change, pas de Zoom malheureusement, mais peut-être de vos cours et d'avoir une discussion privilégiée avec vous, étudiants dont on parle, dont on pense, dont on essaye de faire des choses, mais malheureusement, j'imagine que vous aspirez à beaucoup plus que toutes les annonces qu'on peut faire, mais c'est une bonne nouvelle si effectivement vous pouvez commencer à retrouver des cours en présentiel. Voilà, c'était mon petit mot personnel avant qu'on plonge dans mes sujets, peut-être pas herculéens, parce que dans ce cas, j'ai un problème de muscle et de physique, mais en tout cas important. Parfait, ce mot était bienvenu. Merci Madame. Alors nous vous proposons d'organiser cet échange en 3 temps. Donc tout d'abord, nous aborderons le sujet du recrutement et du monde du travail dans la fonction publique. Ensuite, nos questions porteront sur les enjeux de numérisation du service public que vous défendez activement, pour finir enfin sur la nature des relations entre le secteur public et le secteur privé. En filigrane de cet échange, vous imaginez, se trouve bien sûr la loi de transformation de la fonction publique. Je rappelle qu'à l'issue de cette discussion, le public pourra poser ses questions via l'outil Lever la main que vous trouverez ou bien dans l'onglet Participants ou bien dans l'onglet Réactions, selon votre version de Zoom. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une question d'ordre général. Souvent, la fonction publique est perçue comme une sorte de monument sacré qu'il est difficile de réformer, malgré tous les reproches qui lui sont faits, que ce soit sa lenteur, son inertie, parfois son organisation vieillissante et bureaucratique. Très brièvement, si possible, que pensez-vous de cette idée? Et pensez-vous vraiment pouvoir changer la donne, et si oui, comment? Alors, merci beaucoup. Moi, je récuse objectivement l'idée que l'État, les fonctionnaires, l'administration serait un mammouth inamovible et qui, au fond, resterait ancré dans un temps qui serait celui des années 80, avant l'ordinateur, avant Internet et avant le monde moderne. Je pense que ça fait beaucoup de mal, depuis 20 ans, d'avoir comme seul discours sur les fonctionnaires et la fonction publique un message qui était « il y a trop de fonctionnaires ». Depuis 15 ans, la seule chose qui était dite sur l'action publique, avant notre gouvernement, un peu de manière répétitive dans les médias, partout, c'est il y a trop de fonctionnaires. Bon, ça a des conséquences majeures, c'est que les gens n'ont plus envie de servir l'intérêt général, et donc on a un problème d'attractivité, on y reviendra. Et ça a une autre conséquence, c'est que plus personne ne s'intéresse, en fait, au quotidien de ce que produisent les agents publics. Les agents publics, ils ne sont pas dans des bureaux à attendre. Ils produisent des services, ils produisent des choses, des biens communs, ils produisent de la sécurité, ils produisent de la santé, ils produisent du lien social, etc., etc. Je vais vous donner un exemple très simple et qui, du coup, moi, me donne de l'énergie et de la confiance dans le fait qu'on peut changer les choses. Ça tombe bien parce que je suis la ministre qui a été nommée pour que, notamment, des choses changent. Pendant le confinement,
le premier confinement, qui nous a tous pris par surprise, il y a eu 30% des agents publics qui ont été en chômage technique, chômage partiel. C'est qu'on leur a dit, bah voilà, on n'avait pas à ce moment-là beaucoup d'outils de télétravail. Le télétravail avait très peu développé jusque-là. Et puis, il fallait qu'on s'organise. Et donc, il y a 30% des agents de l'État à qui on a dit, bah, en fait, la seule chose qu'on peut faire de vous, c'est au fond de vous mettre en congé forcé. Et on va vous payer en attendant que ça reprenne. Bon, ça, c'était au mois de mars. Et puis, on a eu le deuxième confinement à l'automne. Et entre-temps, j'avais été donc nommée ici. À l'automne, on a, au plus fort du confinement, on a eu 0,6% des agents seulement en chômage technique, qui étaient en gros les agents du ministère de la Culture qui tenaient les musées. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, entre-temps, on a investi massivement sur l'équipement informatique. On a réfléchi à la manière de réorganiser nos services publics en temps de confinement. Et moi, j'ai pris l'engagement très vite de dire il y a 4 choses qu'on doit faire pendant le confinement. On doit protéger les agents et les usagers, masques, télétravail. On doit tenir les guichets ouverts parce qu'il est absolument essentiel que les Français ne trouvent pas porte close quand ils ont un besoin. On doit tenir les délais. Le confinement ne peut pas être une excuse pour qu'au lieu de répondre dans 2 semaines, on réponde en 1 mois ou 3 mois ou on ne sait pas quand. Et 4e chose, on doit réinventer le service public pour ne pas seulement attendre que les gens viennent au guichet se plaindre ou avec une demande, mais on va appeler les publics vulnérables, les familles isolées, les retraités qui sont tout seuls chez eux. Et donc, on inverse la logique. C'est 4 choses que tous les services publics ont fait, parce qu'il y avait des objectifs qui avaient été fixés. Eh bien, à la fin du confinement du mois de novembre, on avait augmenté entre septembre et décembre la satisfaction des Français vis-à-vis du service public. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu partout dans le pays que sous la contrainte, effectivement, dans un contexte effectivement extrêmement nouveau, différent, parce qu'on avait défini des objectifs clairs, mais que la première chose qu'on avait fait, c'était surtout de ne pas dire comment on pensait qu'il fallait que ça soit fait à Chartres, à Tours, à Bordeaux ou à Mulhouse. Et ben, les équipes, les agents se sont dit, voilà, bon, on nous donne 4 objectifs, comment nous, on va le faire là où on est. Et je peux vous dire qu'en 1 année, il y a un potentiel d'innovation, de volonté de faire différemment, de marge de manœuvre, de créativité qui a été généré sous la contrainte. Et effectivement, le changement, ça ne naît pas, vous voyez, un jour les gens ne se lèvent pas en disant tiens, on va changer. On change parce qu'on sent un intérêt à changer. Moi, on dit souvent, pour que les gens vous suivent, il y a 3 principes. Il y a l'argent, l'ego ou le sens. Ben dans la fonction publique, l'argent, vous savez, il est contraint quand même parce que c'est très gros budget. Bon, l'ego, oui, vous pouvez mettre des médailles à tout le monde, enfin, ça s'arrête assez vite. Et donc, il y a le sens. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce moteur du sens, de dire on fait des choses utiles, on rend service à des Français qui nous disent merci, on fait des choses dont on voit bien que si ce n'est pas nous qui les faisions, personne ne les ferait et donc ça ne marcherait pas, c'est un moteur d'action et d'innovation très fort. Sauf que vous voyez, si vous regardez le mammouth en disant vous allez lui rentrer dedans frontalement et lui dire je vais tout changer, bah, sa réaction légitime, naturelle, c'est une réaction de repli, fermeture des écoutilles et au fond, rien ne se passe. Si vous allez travailler avec les agents sur pourquoi ils font ce métier, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils voudraient faire différemment pour apporter un service public différent aux Français qui viennent les voir, et là, vous avez des ressorts d'engagement, de créativité et d'innovation. Donc, la bonne nouvelle, et je conclurai comme ça, c'est que ce ministère, il a mis ensemble 3 briques essentielles. Les hommes et les femmes, la gestion RH, le numérique, les outils de travail du XXIe siècle, et la stratégie du service qu'on veut rendre aux Français. C'est un peu le service marketing, c'est qu'est-ce qu'on veut rendre comme service. Ben, si vous mettez votre stratégie de service, les outils du numérique et les hommes et les femmes, ben, en fait, vous mettez ensemble les briques qui peuvent ensuite aider à ce que ça se passe différemment et j'espère mieux. Un chiffre, aujourd'hui, 76% des Français sont satisfaits du service public. C'était 72% il y a 3 ans. Donc ça veut dire qu'on progresse, on peut toujours faire beaucoup mieux. Et je vais vous parler de plein de choses que j'aimerais qui marchent beaucoup mieux et que j'essaye de faire marcher beaucoup mieux. Mais vous voyez, c'est un levier différent de la réforme administrative par une loi. L'innovation, la créativité, ça se décrète pas par la loi. Ça va se chercher dans l'action quotidienne de gens qui trouvent du sens à ce qu'ils font. Très bien, merci Madame la Ministre pour cette réponse très complète. On reviendra sur l'innovation dans la suite de cet échange, qui est effectivement une grande partie des chantiers de la fonction publique. On comprend bien le message qui pourrait être dévalorisant envers les fonctionnaires, de dire il y a trop de fonctionnaires,
voilà, enfin, la structure est beaucoup trop lourde, il y a trop de fonctionnaires et donc ça leur fait perdre un petit peu l'envie de travailler pour le public. Cependant, quand on voit la loi de transformation publique, est-ce que c'est pas dans un sens ce que le gouvernement cherche à faire? C'est-à-dire vouloir supprimer des postes de fonctionnaires et les remplacer par une majorité de contractuels. Aujourd'hui, le monde de la fonction publique donc, est divisé en deux, entre des fonctionnaires titulaires d'une part et des contractuels d'autre part. Les contractuels qui représentent 1 million de personnes se voient souvent comme les laissés pour compte du système, avec des contrats précaires, aujourd'hui sans compensation ou peu, et sans ou peu de titularisation à la clé. D'un autre côté, les fonctionnaires qui voient leur statut fragilisé et leur emploi menacé, notamment par les mécanismes de rupture conventionnelle mis en place par la loi, ou de détachement automatique en cas de privatisation d'un pan du service public. Comment réagissez-vous face à ces peurs, justement, que vous décriviez aussi tout à l'heure quand on pouvait adresser des critiques au service public? Alors, vous avez dit beaucoup de mots qui sont des mots, un peu des mots valises. Privatisation du service public, précarisation, casse. Bon, c'est des mots très négatifs qui ne correspondent pas, d'abord, ni au dialogue social que j'aime moi avec les organisations syndicales, ni aux objectifs. Je vais vous donner quelques constats qui sont des constats alarmants et qui nous ont d'autant plus motivés à voilà, que cette loi a été examinée puis votée. Elle a été votée avant que je devienne ministre de la fonction publique. Et moi, je suis en charge de la mettre en œuvre et je suis très à l'aise avec les principes qu'elle pose. Premier constat, le nombre de jeunes qui se présentent au concours de la fonction publique a été divisé par 3 en 15 ans. Donc, c'est un énorme enjeu. C'est qu'aujourd'hui, on a votre génération qui dit partout que vous voulez, et je trouve que c'est formidable, être utile. Une des premières motivations, on le voit dans tous les sondages qu'on fait sur les métiers que vous allez choisir dans votre génération, c'est on veut être utile. Et ce désir d'utilité n'est plus connecté à l'idée de servir l'intérêt général et notamment de travailler pour l'action publique. Première chose. Donc on a un problème d'attractivité des concours. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de besoins de l'administration, par exemple la transformation numérique, pour lesquels il n'y a pas de concours. Il n'y a pas le concours en technicien informatique ou technicien numérique ou développeur ou relations usagers numériques, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi des nouveaux besoins pour lesquels il n'y aura pas de concours. Et puis enfin, on a des Français aujourd'hui qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas, je vous l'ai dit, les jeunes envie de passer les concours, mais surtout qui, quand ils se projettent dans leur carrière, l'idée de l'emploi à vie pendant 40 ans, avec l'idée qu'on fait le même métier pendant 40 ans, n'est pas du tout vue comme quelque chose d'attirant. Moi, je défends le statut de la fonction publique, parce que derrière le statut, vous avez l'idée du concours, qui est une version, on le sait, méritocratique d'accès à tous les Français, sans distinction d'origine, de milieux socio-économiques, de territoire. Ça, c'est le principe du concours depuis Napoléon. Ça, c'est un principe fort. Mais il y a une réalité, c'est que ça n'attire pas, et on y reviendra, par beaucoup de mécanismes, les profils parfois qu'on veut attirer. Et il y a plein de gens qui vous disent soit moi, j'ai pas envie de passer le concours parce que je pense que c'est trop difficile et c'est pas ma manière de penser ma carrière, ou juste j'ai pas envie de m'imaginer 40 ans fonctionnaire. Et donc, le choix qu'on a fait dans la réforme, c'est de dire le statut, parce qu'il permet la neutralité, la laïcité, l'indépendance, est quelque chose que l'on conserve, mais on ne peut pas le garder comme un carcan qui nous empêcherait de recruter des jeunes qui voudraient nous rejoindre en CDI, des jeunes, vous voyez, dans le numérique, je recrute 80 entrepreneurs d'intérêt généraux par an, on reçoit 400 CV des meilleurs développeurs du pays. Et ces gens-là, je peux vous dire, ils sont essentiels à notre transformation. Je n'arriverai jamais à les faire venir par concours. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un modèle contre un autre, c'est de se dire très pragmatiquement, on a besoin de compétences, on a besoin de talents, et donc, il faut qu'on les recrute avec toute la palette de ce que sont aussi les attentes de ceux qui veulent nous rejoindre. Aujourd'hui, on est quand même le premier employeur du pays, puisqu'on a 5,5 millions de Français qui travaillent pour des employeurs publics, 2,3 millions dans l'État, 2 millions dans les collectivités, 1 million dans les hôpitaux. Chaque année, par le renouvellement, on ne crée pas de postes en ce moment, hein, on travaille à enveloppe constante, mais on réalloue nos moyens, on se réorganise, on signe 450 000 contrats. Donc, on signe 4, je vous redonne le chiffre parce que c'est des chiffres que personne on oublie un peu. Et sur ces 450 000 contrats, il y en a 60 000 qui sont faits par concours. Mais ils sont faits parfois parce que juste on ouvre des places en concours, il n'y a pas de gens qui se présentent. Donc, vous voyez, à l'Éducation nationale,
On recrute des gens en CDD ou en CDI, pas parce qu'on a fait un choix de se dire que c'est comme ça qu'on veut faire pour les 40 ans qui viennent, mais parce qu'à un certain moment, les personnes qui se présentent au concours ne sont pas assez nombreuses. Je vous parle du sujet des concours parce qu'on a un enjeu de sélectivité. Vous imaginez bien que nous, on a besoin de gens compétents. Si on divise par 3 le nombre de gens qui se présentent, on n'a pas toujours, dans la sélection qu'on fait, exactement les profils qu'on cherche. Et donc moi, un de mes enjeux, et c'est aussi pour ça que je suis très contente de vous parler ce soir, c'est qu'on puisse regarder un peu différemment la fonction publique, qu'on puisse s'y projeter, que vous vouliez. Vous voyez, moi, à la sortie d'HEC, j'avais envoyé mon CV à Bercy, je voulais travailler sur la politique économique du pays. J'avais décidé de ne pas passer le concours de l'ENA, ce n'était pas le choix que je voulais faire à ce moment-là dans ma vie. Finalement, pour plein de raisons, j'ai été faire le même métier à la BNP, être économiste en charge de la crise de la zone euro. Donc c'était très très proche de ce qu'au départ j'imaginais faire à Bercy. Mais que vous puissiez avoir un parcours en ayant un contrat et avoir plusieurs expériences, avoir la mobilité. Et donc effectivement, on a fait tomber une règle dans la loi de la transformation de la fonction publique, qui est de dire on peut aussi recruter en contrat de droit privé des gens qui ne sont pas des fonctionnaires titulaires qui ont passé un concours, y compris pour être directeur d'une administration, y compris pour avoir des postes à très haute responsabilité. Et ce n'est pas privatiser le service public de faire ça. C'est de se donner tous les outils pour recruter les personnes avec les compétences dont on a besoin à l'endroit auquel on a besoin d'eux. D'accord, merci Madame la Ministre. Alors, juste une petite précision, quand je parlais de privatisation du service public, je ne décrivais pas un état latent, mais une potentialité, voilà, une possibilité, pas quelque chose qui est actuellement en train de se passer. Les Français, collectivement, on a fait un choix collectif et je crois qu'il est confirmé qu'il y a des choses qu'on préfère au fond financer de manière collective. Et vous savez, quand vous comparez les niveaux de dépenses publiques, le système de retraite, c'est 15 points de PIB. Donc quand on dit la France, c'est 54% avant le Covid de dépenses publiques sur PIB, bon, 54% moins 15, vous arrivez globalement à peu près 40% de dépenses publiques sur PIB, c'est ce que font tous nos voisins. Tous nos voisins. Donc moi, je dis souvent aux gens qui font des comparaisons de choses pas comparables, nous en France, voilà, on a fait un choix sur la retraite. On a pris le choix de payer ça par au fond les impôts et les charges et de collectiviser ça. À la fin, je ne suis pas sûre que ça nous coûte plus cher que si on avait fait un autre choix. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces comparaisons parfois, parce que je pense qu'en France, ce sont des choix collectifs qu'on a faits, qu'on a réaffirmés, que politiquement, on a réactualisé. Après, on a évidemment un enjeu d'efficacité, puisque comme on collecte beaucoup d'argent public, comme on collectivise beaucoup de choses, on doit aux Français un service de qualité, un service plus simple, un service qui répond plus rapidement, un service qui est aussi plus proche des gens. Et donc, évidemment, ça nous impose de faire les choses de mieux en mieux et de les moderniser. Merci beaucoup. Bonsoir Madame, merci pour votre réponse sur ce recrutement des fonctionnaires. Et vous parlez des concours, et c'est un sujet sur lequel on souhaitait revenir. Dans une interview que vous avez donnée au Monde en octobre dernier, vous constatiez que la haute fonction publique a perdu énormément en diversité sociale et géographique. Vous preniez l'exemple de la population de l'ENA. Et pour lutter contre ce phénomène, vous annonciez que des voies d'accès pour les candidats issus de milieux modestes seraient créées dans l'ensemble des concours d'entrée aux écoles de service public. Alors, ma question, c'est la suivante. Comment mettre en place de pareilles voies d'accès? Est-ce que l'idée de créer des voies particulières en fonction des origines sociales ne remet-elle justement pas en cause le principe même du concours et l'égalité face au concours de chaque candidat? Et donc, quels autres moyens envisagez-vous pour remédier à cette perte de diversité au sein de la haute fonction publique? Alors, moi, vous savez, vous l'avez dit, j'ai passé une partie de mes études, de ma reprise d'études aux États-Unis, où on a ces modèles de discrimination positive, qui sont des modèles qui sont très, 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 très loin de ce qui est notre conception républicaine très unifiée, universaliste française, et où il y a une photo de la société qui est faite sur un certain nombre de critères, et on considère que dans les entreprises, dans les universités, la même société photographiée doit être représentée en termes d'origine. Alors, d'origine, vous dites si vous êtes de votre type. Alors, il y a African American. Enfin, bref, vous définissez un certain nombre de paramètres qui sont aujourd'hui des choses statistiques ethniques, on dirait en France.
qui aujourd'hui n'existent pas dans notre pays. Ça peut être aussi des critères de revenus. Voilà, on essaie de refaire la gaussienne de revenus dans les universités, etc. En France, c'est par définition pas notre modèle. Et puis, plus prosaïquement, ce n'est juste pas possible, puisqu'on est quand même tenu par une déclaration des droits de l'homme et du citoyen et un certain nombre de textes fondateurs constitutionnels qui rendent ce modèle totalement impraticable. Moi, je suis très attaché à notre modèle français, et donc cette voie-là n'est pas la bonne, pour des raisons de fond et pour des raisons ensuite de cadre républicain. Après, moi, je fais un constat, c'est qu'aujourd'hui, vous les avez vus dans les grandes écoles, vous l'avez vu à l'ENA, vous l'avez vu partout. On a dans nos systèmes de sélection, dans nos systèmes de concours, de systèmes de classe prépa, un phénomène qui n'est pas du tout, je crois, nouveau, mais qui s'accroît d'année en année, qui est un vrai problème, qui est que beaucoup de jeunes Français, parce qu'ils sont pas nés à la bonne adresse ou pas nés à la bonne famille, de manière totalement indépendante de leurs compétences, de leurs aspirations, de leurs envies et de leurs mérites, s'auto-censurent. Et la question, c'est pas juste qu'ils s'auto-censurent, c'est que comme parfois ils le font de manière rationnelle, parce qu'entre là où ils sont et peut-être le projet qu'ils pourraient avoir, il n'y a pas de chemin. Il y a un chemin théorique, mais il n'y a pas de chemin pragmatique. Et vous savez qu'il y a tout un travail qui a été fait notamment par Salomé Berliou sur notamment la jeunesse qui grandit aujourd'hui dans les zones rurales, dans les petites villes. Ce n'est pas forcément une question de moyens économiques de la famille où ils ont grandi, mais on a du mal, encore aujourd'hui, de donner à toute cette jeunesse des voies crédibles d'accès à un certain nombre de formations. Là, c'est un constat, vous voyez, sur lequel je pense que beaucoup d'entre vous peuvent être d'accord. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la manière de répondre à une question très simple. Quand l'État fait passer un concours, il ne délivre pas un diplôme après. Il donne accès à un emploi. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même concours que le concours d'HEC, le concours de Polytechnique. Voilà, ce n'est pas tout à fait le même concours parce que c'est un concours qui est un concours de recrutement. Et dans les objectifs du recrutement de l'État, il y a le fait que nous devons permettre à tous de pouvoir servir l'État. On ne peut pas dire qu'il y a un monopole possible d'un certain type de Français, jeunes ou moins jeunes, parce qu'ils seraient nés au bon endroit ou ils seraient nés proche de Sciences Po Paris, qui aujourd'hui prépare 80% ou 75% des jeunes qui réussissent le concours de l'ENA. Ça, c'est un énorme problème démocratique. Bon. Et donc, le choix qu'on a fait, qui a été acté dans le budget, donc c'est des choses qui sont déjà annoncées, donc il n'y a pas de scoop dans ce que je vous dis, c'est de renforcer le réseau des classes prépa intégrées, qui a été créé au fil des 15 dernières années. Et donc, dans chacune des écoles de service public, à l'ENA à Strasbourg, à l'école des directeurs d'hôpitaux à Rennes, à l'ENM à Bordeaux, au départ, il y a eu l'idée de dire on devrait préparer dans nos écoles, classes prépa intégrées, comme des modèles que vous connaissez, des jeunes qui peut-être n'ont pas eu la possibilité d'arriver à Sciences Po Paris pour ensuite réussir nos concours, mais de les former à côté de nous et puis au fond, les préparer au concours de notre école. Ça, c'était le début, il y a une quinzaine d'années. Les choses ont un peu évolué. Et donc, ce qu'on va proposer et ce qu'on a proposé, c'est qu'aujourd'hui, il y a 700 places dans ces classes prépa intégrées. On veut passer à 1000 de plus, donc à 1700. Alors, à partir de là, moi, je finance 1700 places en classe prépa intégrée. Je suis un recruteur qui finance, vous voyez, la préparation de gens qui pourront ensuite réussir le concours. Et que ces classes prépa intégrées soient toujours adossées à une école de service public, mais qu'elles se localisent géographiquement au sein des universités. À l'université de Rennes, à l'université de Bordeaux, à l'université de Poitiers, de Reims, de Limoges, de Lille, et qu'au fond, dans chacun des grands pôles universitaires du pays, le réseau du Sciences Po de province, comme on dit les IEP hors Sciences Po Paris, le campus décentralisé de Sciences Po Paris, vous savez que Sciences Po a un campus à Nancy, un campus là, les écoles de service public qui sont à proximité, et l'université qui a souvent dans ses filières de droit et d'économie des formations de préparation au concours d'administration, se regroupent, mettent en commun leurs moyens et donc préparent au fond des jeunes au concours avec deux objectifs. Un objectif très fort d'accompagnement humain, parce qu'il y a la préparation théorique, puis il y a la préparation de la partie notamment des oraux, des codes, etc. Et ça, c'est la première chose. Premier bloc d'action. La deuxième bloc d'action, c'est que tout ça aussi a été annoncé dans le budget, qu'on passe l'allocation
la bourse, le complément de bourse à ces élèves, à ces 1700 élèves, de 2 000 € par an à 4 000 € par an. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, l'État, j'investis pour qu'on puisse préparer les concours partout en France, dans un pôle universitaire où en général on est soi-même étudiant en droit, en économie, en histoire, en ce qu'on veut, là où on est, et qu'on ne soit pas obligé de se dire « oh là là, il faut que je déménage », avec tous les coûts et toutes les barrières, je veux dire, mentales, morales et concrètes que ça pose. Donc j'investis à la fois pour qu'il y ait de la formation, 6 500 € par étudiant et par an à la structure qui forme à l'université, et 4 000 € à l'étudiant lui-même, pour que je lui dise, voilà, moi, ça m'intéresse que tu te mettes à bosser vraiment. Et vous le verrez dans les tout prochains jours, le président de la République, ensuite, aura à compléter ce que je viens de vous dire avec un certain nombre d'annonces qui vont dans ce sens-là. Moi, mon combat, ce n'est pas la discrimination au concours, c'est l'autocensure. Comment je m'assure que toute personne qui se dit « j'aimerais servir mon pays, j'ai fait des études, j'ai un master », puisse se dire, bon, au fond, je me mets en condition de préparer le concours. Et dernière chose, que cette année de préparation soit diplômante. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent, moi, je voudrais bien passer un concours, mais si je le rate, je ne veux pas que ce soit une année blanche sur mon CV. Et que donc on puisse dire, voilà, bah, c'est l'équivalent d'un master en administration publique. Ça tombe bien, je fais le lien avec ce que je vous ai dit avant. Comme on recrute, nous, de plus en plus de gens aussi en CDI, bah, si vous êtes préparé pendant 1 an à un concours à la fonction publique, vous ne l'avez pas eu, bah, je peux peut-être quand même vous retrouver bien formé pour m'intégrer dans mon administration, sans le concours certes, mais bien formé. Voilà. Tout ce que je vous dis là, c'est un peu plus que ce que je vous l'avais dit dans le monde. Le président, donc je vous dis la semaine prochaine ou dans les prochains jours, dans les tout prochains jours en tout cas, devrait voilà, compléter tout ça, parce que ça fait le lien avec notre fil rouge politique depuis 3 ans, qui est de lutter contre l'assignation à résidence par l'endroit où on est né. Quand on dédouble les classes de grande section, de CP, de CE1, quand on investit pour faire les devoirs au collège, notamment dans les zones les plus défavorisées, quand on fait la réforme du bac pour s'assurer que chacun, au fond, se concentre sur ses points forts pour être plus fort en entrée à l'université, quand on fait Parcoursup, quand on fait l'apprentissage, pourquoi on fait tout ça? Parce que tout ça, c'est le même fil, c'est qu'on investit sur notre jeunesse pour que, quelle que soit la famille où vous êtes né, l'adresse que vous avez, vous puissiez avoir un avenir. Moi, ce combat-là, je l'ai vraiment au cœur de mon engagement depuis 2017 parce que je suis donc, comme je vous ai dit initialement, la députée de la circonscription qui va donc d'HEC à Orly, en gros qui va de la N118 à Orly. Dans cette circonscription, il y a quoi? Il y a Palaiseau et Lix et Massy où on dédouble les classes. C'est une des circonscriptions les plus inégalitaires de France d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue social. Le jeune garçon ou fille qui naît dans la même maternité, hein, mais qui va grandir à Massy, aujourd'hui, parce qu'on lui dédouble sa classe de CP, il peut avoir l'espoir d'un jour d'aller à la Polytechnique. Sinon, celui qui naît à Palaiseau et qui aura bientôt le lycée international, vous voyez, sur le plateau de Saclay, bah, il a une autre vie. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, le combat qu'on mène, c'est de lutter à la fois contre les autocensures ou les discriminations ou les inégalités qui viennent du revenu de ses parents, de la richesse, voilà, des possibilités un peu matérielles dans lesquelles on grandit, mais aussi de lutter contre les discriminations territoriales. Et je pense qu'on a tous dans notre pays une idée de ce que sont les inégalités économiques. On a une idée bien moins grande de ce que sont les inégalités territoriales. Être né dans une petite ville. Pourquoi on fait Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, les microfolies, la culture partout? Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il faut qu'on remette de l'égalité des chances. Moi, j'aime bien l'expression égalité des choix. C'est de redonner à chacun la possibilité de faire ses choix. La chance, ça donne un peu l'idée que vous êtes, ça tombe par providence. Bien sûr que les chances, il faut en redonner. Mais on doit redonner des chances pour que chacun fasse ses choix. Et c'est pour ça que je vous dis, le sujet pour moi, c'est vraiment comment je recrée un chemin crédible entre chaque jeune et les concours de la haute fonction publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. On va maintenant passer à notre deuxième partie sur l'innovation et le numérique dans le service public. Ah oui, justement, Madame la Ministre, vous parliez des inégalités territoriales, et bien on va y revenir un petit peu. Justement, j'aimerais mettre cette idée de l'innovation et de la numérisation du service public en regard avec la fracture numérique, notamment, et ces inégalités territoriales dont on parlait, ces inégalités aussi d'accès à Internet, au réseau ou en raison de l'âge.
Alors, on remarque globalement que dans la fonction publique, vous nous en donnerez sans doute, vous nous donnerez plus d'informations sur la question, mais que l'innovation va bon train. Ce chantier avait déjà été entamé par vos prédécesseurs, notamment depuis 2013, avec la promotion de l'intrapreneuriat au sein de la fonction publique, via notamment l'initiative des startups d'État. Comment faire en sorte que cette transformation ne sacrifie pas l'idée de transition, c'est-à-dire une transition dans laquelle on chercherait également à ne pas discriminer justement les personnes qui n'ont pas accès à tous ces services numériques? Après, je vais parler moins fort parce que sinon je vais perdre ma voix. C'est une très bonne question et je pense que là aussi, il faut qu'on creuse un peu ce qu'on fait. L'objectif du gouvernement, ça n'a jamais été de dire on fait un État 100% numérique. On fait un État qui est 100% accessible sur le numérique, mais qui est aussi 100% accessible pour tous ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique ou qui ne sont pas forcément connectés au numérique parce que chez eux, il n'y a pas encore la fibre ou la connexion 4G. Et donc, que ce soit, au fond, un service public d'abord accessible à 100% des Français. Moi, je vois le numérique comme un complément. C'est-à-dire qu'on a les maisons France Service. Les maisons France Service, c'est une innovation formidable. C'est pour que vous puissiez aller dans un endroit unique et avoir tous les services publics. Quand vous êtes à HEC, vous allez à INI et vous avez une maison France Service, qui est donc objectivement, vous traversez le Val d'Albion, vous descendez la côte, c'est juste en bas. À INI, il y avait une maison où vous avez les 10 services publics les plus nécessaires. La CAF, la CPAM, la retraite, ce n'est pas encore votre cas, le point justice, les impôts, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste en entier, mais les 10 services publics nécessaires, au même endroit. Et dans ce lieu, vous trouvez des ordinateurs pour faire vos démarches. Si vous aimeriez les faire, mais vous n'êtes pas complètement à l'aise, vous trouvez des rendez-vous pour que, si vous avez un dossier fiscal complexe, quelqu'un vienne à cet endroit-là, qui ne vous demande pas d'aller à l'autre bout de la planète, à cet endroit-là, prendre un rendez-vous avec vous, et vous avez des assistants sociaux, et vous avez des gens qui vous accompagnent. Ça, c'est le service public de qualité, de proximité, et le service public intégré. Plus personne n'a aujourd'hui envie de faire le tour des guichets. Et en revanche, et aujourd'hui, on a 1100 maisons France Service en France. On en aura bientôt 2500, c'est l'objectif. Et on aura tous on aura tous une maison à moins de 15 minutes de chez nous. Ça, c'est un service public. Il s'appuie sur le numérique. Pourquoi? Parce que le point justice, comment ça marche? Ça marche, il y a quelqu'un qui sait faire les démarches justice avec vous là où vous êtes. S'il n'y avait pas le numérique, je ne pourrais pas, moi, mettre des gens de la justice à attendre derrière un guichet toute la journée, des gens qui peut-être viendront que le mardi ou que le jeudi. Donc, la maison France Service, c'est une vraie innovation de proximité. La deuxième innovation qu'on pousse en termes de compléter l'offre d'accès, c'est le téléphone. Votre génération, dans toutes les enquêtes, je vous parle trivialement, ça vous saoule d'aller faire la queue au guichet. Les démarches numériques, c'est bien, sauf qu'il y a quand même des trucs un peu compliqués, des pièces jointes à... Donc, ce que vous voulez, c'est un truc téléphone. Vous voulez un numéro qui réponde pas trop lentement et qui vous oriente, qui vous aide et qui puisse être joignable avec des horaires un peu étendus. Bon, ça, on le fait, on le renforce, on va aller beaucoup plus loin. Depuis le 1er janvier, tous les numéros du service public sont gratuits. Il n'y a plus le 36 centimes d'euros la minute. Et mon objectif, c'est qu'il y ait 85% de décrochés dans les 5 minutes. Alors, 5 minutes, c'est encore long. Je ne peux pas faire dans la seconde. Mais 85% de vos appels avec un taux de décroché dans les 5 minutes, c'est quand même objectivement un service, je crois, décent. Après, il y a le numérique. France Connect, l'identifiant unique, c'est 20 millions de Français. Je vous invite tous d'ailleurs à créer un compte France Connect. En général, pour vous, le plus simple, c'est le compte Amélie, c'est-à-dire pas Amélie moi, mais l'assurance maladie en ligne. Et ça vous fait que vous êtes connecté tout de suite à l'ensemble des services publics avec un seul identifiant, un seul mot de passe. Le numérique que je pousse, c'est le numérique où on arrête de vous demander 30 fois où est-ce que vous êtes né. A priori, vous êtes toujours né au même endroit. Et a priori, vous êtes toujours né le même jour au même endroit. Et donc, on appelle ça le dites-le-nous une fois. Pour les plus geeks d'entre vous, c'est un système avec des API, donc des API, comme on dit en bon français, où les données sont partagées entre administrations pour qu'on vous pré-remplisse les formulaires. Le numérique que je veux, c'est le numérique qui fait que, vous voyez, pour les bourses, on a maintenant une connexion directement avec les feuilles d'imposition des parents et que du coup, vous rentrez votre nom, etc. Et en fait, très facilement, on sait vous dire dans quel échelon de bourse vous êtes. Ça, c'est du numérique qui rend la vie simple et qui
vous donne quand même une impression, je crois, nécessaire, qui est qu'on vous connaît. Pas qu'on vous surveille, mais qu'on vous connaît. Que vous êtes une personne, vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un numéro dans un tableau Excel. Vous êtes une personne qui a des besoins. Et donc, je prends par exemple ce qu'on a fait sur le handicap. Grâce au numérique, aujourd'hui, on s'est créé des droits à vie. On sait faire que quand vous déménagez d'un département à un autre, votre dossier vous suive. Autant de choses qui paraissent bêtes et méchantes, au sens basique, mais qu'aujourd'hui, on ne savait pas faire. Et donc, mon combat, c'est vraiment des données qui circulent dans l'intérêt des usagers. C'est du numérique qui vous facilite la vie. C'est des emails qui veulent dire quelque chose. C'est plein de choses qu'il faut encore travailler. Et donc, pour ça, on a deux démarches où je vous invite vraiment à participer, à nous aider. Ça s'appelle Service Public Plus. C'est que j'ai besoin que les gens me disent où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est foireux, où est-ce que les questions ne veulent rien dire, où est-ce que les formulaires sont complètement abscons. Et qu'au fond, on fasse que le monde entier sait faire, ça veut dire de l'amélioration continue. Dans vos cours de marketing, vous avez tous vu ça, dans les expériences et les stages que vous avez pu faire aussi. C'est la première fois, j'ai lancé ça la semaine dernière, que l'État dit « je vais écouter les usagers pour qu'ils me disent où est-ce que je dois moi m'améliorer et je prends l'engagement de m'améliorer en continu ». Pas d'attendre le prochain choc de simplification, la prochaine loi, le truc qui arrivera dans 5 ans. Si ça bloque et si ça bug aujourd'hui, il faut que je le résolve aujourd'hui. Et je vous invite à aller voir ce qu'on fait sur les démarches numériques. Ça sera publié vendredi. Ça s'appelle observatoire.numérique.gouv.fr. On est extrêmement transparent sur ce qu'on pense qu'on fait bien, c'est-à-dire surtout là où les usagers nous disent qu'on fait bien en termes de démarche numérique. Et on est aussi très transparent sur ce qu'on est objectivement très mauvais. Et c'est pour moi aussi un levier, vous voyez, d'activation des ministères en leur disant il n'y a pas que moi qui vous dis que votre truc c'est foireux, c'est tous les gens qui font la démarche qui ne sont pas contents. Et c'est aussi un levier de motivation. On revient au sens. C'est beaucoup plus simple de savoir pourquoi on fait une réforme quand on sait que derrière il y a des gens qui vous attendent que si vous êtes dans votre bureau ou votre service et puis que tout ça est un peu déconnecté. Donc la démarche numérique, cette transparence-là, c'est vraiment pour moi aussi un moteur voilà, de progrès. Parfait, merci beaucoup Madame la Ministre pour cette réponse très complète. On va entamer la troisième et dernière partie de cet échange et également la dernière question afin que le public ait du temps pour vous poser ces questions. Et donc je laisse la parole à Pierre pour vous parler des relations publiques-privées. Voilà, donc on manque un peu de temps, donc si vous pouvez essayer de répondre rapidement pour que le public puisse aussi poser des questions, ce serait super gentil. Donc ma question est la suivante. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, la question de la privatisation s'est posée à de nombreuses reprises, donc avec des affaires plus ou moins médiatiques. Ma question, qu'est-ce qui fait que selon vous, une activité doit être du ressort de la fonction publique ou bien de celle du privé ou éventuellement un peu des deux? Je vais vous faire une réponse très courte. Qu'est-ce qui distingue pour moi un service public et une entreprise? C'est deux choses. Le service public ne choisit pas ses clients et le service public pratique le même prix pour tout le monde. L'exact opposé, c'est l'entreprise de luxe qui met un prix très très élevé pour choisir les clients qu'elle veut voir rentrer dans son magasin. Un autre exemple, c'est l'assureur. Je travaille dans une boîte d'assurance. Si vous ne voulez pas les mauvais clients, vous mettez des critères pour que ce soit très très cher pour eux qu'ils aillent ailleurs. Nous, on a l'obligation de servir tout le monde, 66 millions de Français, et au même prix. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est un service public ou pas? Est-ce que c'est d'abord un choix politique de vouloir faire qu'on serve tout le monde au même prix? Et il y a des choses où on peut se dire peut-être pas, ou peut-être plus, ou peut-être justement il faut réintégrer ça. Et ensuite, mon avis, c'est pas public-privé, c'est plutôt comment, si on a des objectifs, on est capable de travailler ensemble. Je vous donne un exemple. Doctolib et la vaccination. On est très content, voyez-nous, d'organiser un effort. Je ne sais pas si on est content, mais il est absolument nécessaire qu'on réussisse la campagne de vaccination. On n'est pas, nous, État français, les plus en pointe sur comment on fait prendre des systèmes de rendez-vous à 2 millions de Français en 15 jours. On est très content de travailler avec Doctolib. Et on est très content, vous voyez, que ce service s'organise avec un acteur privé. Donc mon sujet, moi, c'est pas de faire une muraille entre le privé et le public. Je suis très contente que les cliniques privées nous aident à tenir le l'hydréa quand c'est la crise sanitaire. Je suis très contente que, vous voyez, je sais pas, pour l'apprentissage, les filières industrielles prennent à bras le corps le sujet de la formation. Et donc, vous voyez, je pense que c'est plutôt comme on travaille ensemble en ayant des objectifs qui servent tout le monde et qu'on soit capable de le reconnaître. Et ensuite, la vraie question sur le service public,
C'est qu'est-ce qu'on veut financer ensemble pour être sûr qu'on sert tout le monde au même prix. Et parfois, ce prix, il n'est pas visuel, il est dans les impôts, mais il n'est pas rendu au ticket, à l'acte. Parce qu'on considère, par exemple, que quand vous présentez aux urgences, on vous soigne. J'ai fait court. C'était très clair et concis. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va maintenant pouvoir passer aux questions du public. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soit dans l'onglet participants, soit dans l'onglet réaction. Normalement, dans l'onglet réaction avec la nouvelle version. Alors, on a une tentative de main levée. Alors, François, je te donne la parole. Oui, bonjour madame, merci pour votre intervention. J'aimerais vous revenir sur le tout début de votre conférence et notamment sur le sujet de l'attractivité des concours, sur lequel en fait vous avez brassé tout un tas de sujets qui sont à mes yeux essentiels. Et peut-être la première question, c'est, moi ce qui m'a un peu surpris dans la manière dont vous appréhendez les choses, c'est que vous dites fondamentalement, il y a deux raisons qui expliquent un peu l'attrait pas au top en ce moment de la fonction publique, c'est la question de la censure, et enfin, donc, avec la question du concours, etc., et la question de ne pas vouloir se fondre dans un certain moule intellectuel. Et moi, ça me surprend beaucoup parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et quand j'en discute avec certaines personnes, il me semble qu'il faut être pragmatique et qu'il y a une question aujourd'hui qui est essentielle, c'est la question des salaires. Et que là-dessus, tous les beaux discours qui sont faits par le gouvernement sur la question de l'égalité des chances, qui en soi est extrêmement discutable, mais c'est un autre sujet, tombent complètement à l'eau quand on se rend compte qu'aujourd'hui, un stagiaire à Bac+4, l'an prochain, si on a envie de faire notre césure dans le public, on touche 606 € par mois, le minimum légal. Et c'est-à-dire que vous parlez ensuite, vous avez parlé d'inégalité territoriale, on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire que c'est des postes qui sont complètement inaccessibles à des personnes qui, en réalité, ne sont pas parisiennes et sont provinciales. Et c'est tout un tas de choses, ou des salaires, ou pour nous, qui devons rembourser des prêts en sortie d'école, le poste dans la fonction publique post-HEC sont des choses qui sont en réalité quasiment infaisables, mais pour des raisons financières, indépendamment de la question qu'on appartient à la classe moyenne, effectivement, qu'on n'appartient pas aux quelques personnes auxquelles vous voulez réserver des places au concours, ou à une grande partie de la bourgeoisie qui, en réalité, occupe in fine ces postes. Mais quand on est dans la classe moyenne, en réalité, on perd sur tous les tableaux. Et voilà, je voulais savoir ce que vous allez répondre à cela. Totalement d'accord sur les stages. J'essaye de faire entrer dans les idées qu'on va faire une grille par type de diplôme. Comme dans beaucoup d'entreprises, quand vous êtes... parce qu'à un moment donné, il y a une attractivité comparative. Moi, j'ai fait une césure, vous aussi. Oui, je peux vous dire, les quelques mois que j'ai passé à l'Assemblée, payé à l'époque, je crois que c'était 370 €. Il y a eu beaucoup d'inflation entre-temps, donc il y a un peu de revalorisation. Donc ça ne devait pas être beaucoup plus glorieux en termes de pouvoir d'achat réel que ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, je voudrais qu'on fasse des grilles. Aujourd'hui, on a un problème sur les stages. Les stages ne sont pas publiés parce que les stages ne sont accessibles aujourd'hui, je vous le dis, et je suis très lucide sur le fait que ce n'est pas du tout satisfaisant, par réseau et par connaissance interne. Il n'y a pas d'offre de stage. Moi, vous voyez, dans mon ministère, j'ai 2 stagiaires ici au cabinet. C'est la première fois qu'un cabinet ministériel publie une offre de stage. Alors, je l'ai mis à Sciences Po et à HEC, je crois d'ailleurs. C'était la première fois depuis des années qu'un cabinet publiait une offre de stage. C'est pas normal, c'est effectivement contraire à l'égalité des chances. Ensuite, ce que vous dites sur le chemin salarial, c'est une discussion, et alors je suis totalement prête à ouvrir, et à ouvrir avec vous, qui est un peu une psychose française. Quand on passe son temps à entendre qu'il faut réduire le salaire des ministres, des directeurs d'administration, des députés, en fait de tous ceux qui nous gouvernent, on oublie qu'au départ, ça a été fait pour rendre les gens indépendants et pour les rendre moins sensibles à la corruption, et pour pouvoir recréer un système où vous alliez servir l'intérêt général, non pas par appât du gain, mais parce que vous restiez attractif. Et donc, je suis bien d'accord avec vous sur le niveau des salaires, notamment dans un certain nombre de fonctions. C'est pour ça que, par exemple, sur le numérique, on a revu toutes les grilles, parce qu'à un moment donné, on s'est quand même rendu compte d'une chose très bête, c'est que la même personne, pour faire des choses qui se ressemblaient beaucoup, elle avait très très envie de servir son pays, mais si on la payait 2 fois moins, elle n'allait pas le faire. Et donc, c'est un combat permanent contre, je vous le dis, une forme de bien-pensance. C'est tous les articles qu'on voit partout sur ces gens bien trop payés qui sont censés servir l'intérêt général. À un moment donné, si on n'est pas compétitif, juste, on n'aura plus personne.
Mais c'est un discours, je pense, qu'on essaye de tenir. Hein. On a revalorisé un certain nombre de choses, on a changé les grilles. Sur les stages, je vous dis, j'essaie de travailler vraiment très activement et je vais essayer de conclure. Je suis là depuis 6 mois, donc je peux vous dire que c'est quand même des grands chantiers. Mais vous voyez, il y a une dérive un peu facile qui est de comparer le salaire de certaines personnes au salaire médian français et de dire qu'ils sont trop payés. Oui, enfin, sauf qu'en fait, dans plein d'autres endroits, ils seraient encore mieux payés. Donc à un moment donné, moi j'ai un problème de compétence. Donc je suis contente que vous m'abordiez, je n'ai pas de tabou sur le sujet, je suis très lucide. Vous savez, moi je ne suis pas fonctionnaire. Et quand je fais le choix de faire ce que je fais, si j'avais regardé uniquement ma feuille de paye, je n'aurais pas fait. Mais c'est une grande chance que j'ai pu faire. C'est un choix qui est une chance, parce que j'ai pu prendre au fond le risque, parce que par ailleurs, je suis mariée, voilà, et j'avais avec mon mari une situation qui faisait que je pouvais diviser mon salaire par 2. Mais c'est une chance. Et j'en suis pleinement consciente. Et je pense que c'est un danger démocratique. Parce que sinon, on va se retrouver comme dans la 4e République, avec que ceux qui font de la politique ou ceux qui servent l'État soient les rentiers, ceux qui ont par ailleurs hérité, et au fond que ce sera une démocratie censitaire. Je pense que ce n'est pas un bon modèle. Donc c'est un combat, mais je vous dis, la pente facile, ce n'est pas ce que vous dites. La pente facile, c'est de dire ils sont trop payés. Et je peux vous dire que c'est un combat quotidien. Sur les stagiaires, par ailleurs, je vous dis, je vais essayer de résoudre des choses. Je ne suis pas sûre que ce soit assez tôt pour votre césure, mais je suis bien conscient du problème. Guillaume, la parole est à toi. Oui, bonjour madame, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez abordé la question de l'intrapreneuriat social, comme moyen efficace de réformer l'administration et la fonction publique. J'aurais aimé savoir comment vous gériez les querelles sur la possession des startups d'État, par exemple. Est-ce qu'elles appartiennent au ministère dont relève la startup ou est-ce qu'elles appartiennent à l'individu qui l'a créé? Alors, ça, c'est une grande question. Il y a autant de modèles que de startups, il y a autant de modèles que de sujets. Il y a des sujets où le partenariat externe est un bon modèle. Après, la question, c'est est-ce que l'entrepreneur est content de la pente, notamment de tarification et de croissance qu'on lui permet. Il y a des modèles où c'est extrêmement régalien et en fait, il faut que l'État réinternalise parce que sinon, ça deviendrait un problème même de sécurité collective. Donc, il y a autant de modèles que d'expériences. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, vous voyez, il y a des gens qui vous disent c'est l'État plateforme. C'est l'État plus comme animateur et agrégateur que l'État qui fait tout lui-même. Et ça, j'en suis convaincue, notamment par l'open data. Tout ce qu'on fait sur la mise à disposition de données, c'est aussi de permettre à des gens qui sont juste à l'extérieur de nous, en se fondant sur nos données, de créer ensuite des modèles qui sont des modèles d'entrepreneuriat lucratifs ou pas lucratifs, mais nécessaires au pays. Alors, je ne sais pas si je passe moi-même la parole à... Il y a Agathe, Éloi, Arturo et Loïc. Alors justement, c'est à Éloi de poser sa question. Oui, bonsoir Madame la Ministre. J'ai encore une question sur le recrutement. C'est à propos des contrats de projet au poste de direction, d'administration. Je suis d'accord qu'on ne devient pas fonctionnaire pour l'argent, etc. Est-ce que l'idée de mettre des contractuels à des postes de direction et des contractuels qui pourraient rester sur une courte durée donc de 1 à 6 ans, il me semble, est-ce que ça ne va pas retirer un peu, pour certains fonctionnaires déjà, un certain attrait de la fonction publique à avoir un certain nombre de postes de direction bouchés? Et est-ce que ça ne va pas un peu remettre en question un certain esprit d'organisation de l'administration, d'avoir des contractuels qui pourraient passer comme ça à la tête des administrations, puis repartir Et à ça, j'avais d'ailleurs un tout petit point de détail à vous demander. Est-ce que les dispositions sur la prise illégale d'intérêt seront appliquées aux agents de direction recrutés par contrat de projet? Est-ce qu'on surveillera où vont les gens après, où vont les contractuels qui ont été à la tête? Voilà, et je finis, je vous promets. Est-ce que vous avez pris des dispositions aussi pour faire de la promotion interne, même si ça existe déjà beaucoup, pour qu'il y ait des postes de catégorie A+, qui soient ouvertes à des fonctionnaires?
perdu Éloi, mais je pense qu'il voulait me dire d'autres administrations ou d'autres ministères. Je pense que c'est le sens de sa question. Je vois que vous êtes extrêmement pointu, donc c'est une bonne nouvelle, c'est que vous vous intéressez au sujet de la fonction publique. Ça, c'est une formidable nouvelle. Alors, sur les différentes choses, moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin des meilleures compétences au meilleur endroit. Et donc, mon sujet, c'est, vu le besoin qu'on a, qui sont les fonctionnaires en interne des différents ministères, aussi des collectivités locales, des hôpitaux, ou à l'extérieur, qui sont ceux qui ont envie de prendre le poste. Et je crois beaucoup à la transparence. Je crois beaucoup à l'idée de publier les postes et ensuite de recueillir des CV et ensuite de choisir. Je pense que l'idée selon laquelle on progresse dans la fonction publique avec cette culture aujourd'hui qui est une culture très faible de l'évaluation et qui est une culture très faible de la transparence, donc au fond, c'est beaucoup plus votre corps et votre système un peu de réseau qui vous trouve vos prochaines opportunités, ce n'est pas un système qui est durable. C'est un système qui est sclérosant, c'est un système qui se rétrécit et c'est un système qui ne promeut pas forcément les meilleures compétences parce que les leviers de nomination et de promotion ne sont pas forcément les bons. Moi, je pense que le futur de la fonction publique, c'est une fonction publique ouverte et qui, effectivement, cherche à mettre les bonnes compétences au bon endroit. Vous savez, on a fait ça pour les sous-préfets à la relance. En gros, sous-préfet à la relance, ça veut dire chef de mission relance dans un département. Il y avait 30 postes, on a ouvert très largement, on a eu 400 candidatures. Dans les 400 candidatures, il y a des gens super, il y en a 3 du privé, 27 qui sont fonctionnaires, mais le fait de publier très ouvertement a fait venir des gens qui sont des vétérinaires, notamment par exemple dans les zones rurales et très agricoles, des gens qui étaient des directeurs d'hôpitaux, des gens qui ont travaillé en collectivité. Si je n'avais pas fait cet appel-là transparent, jamais ces compétences-là seraient venues. Et vous voyez, il y a eu 90 CV du privé, 310 du public. Ça permet quand même de brasser les profils et donc d'assurer la mobilité dont vous parliez aussi. Sur la prise illégale d'intérêt et notamment la déontologie, effectivement, la HATVP et les ministères regardent qu'il n'y ait pas des situations de conflit d'intérêt manifeste à l'entrée et regardent aussi qu'il n'y ait pas de situation manifeste de conflit d'intérêt à la sortie. Mais globalement, le but, c'est de regarder les conflits d'intérêt, ce n'est pas d'empêcher les gens de pouvoir imaginer que leur carrière se fasse un peu dans le privé, un peu dans le public. Et puis moi, j'ai besoin aussi, très honnêtement, que les fonctionnaires, ils aillent voir ailleurs, qu'ils passent 5 ans dans une entreprise, qu'ils se forment, qu'ils voient des choses et au fond, qu'on respire et qu'on soit en phase avec la société. On n'est pas une île. On vit tous les jours avec les Français. On est un agent public, il redevient un citoyen. Et il faut qu'il soit en phase avec aussi ce qui se passe dans le pays, ailleurs. Arturo, la parole est à toi. Oui, bonsoir madame, merci beaucoup d'être ici. Et du coup, je vais essayer d'être rapide avec ma question. Est-ce qu'il y a un projet d'intégration des étrangers qui voudraient s'engager dans la fonction publique française? Donc, je vais justement expliquer mon cas peut-être en particulier, mais j'ai eu l'occasion de faire Sciences Po avant d'être ici à HEC. Et déjà, l'accès à l'éducation de Sciences Po n'est pas forcément donné puisque je suis originaire du Mexique et notre monnaie est très très faible par rapport à l'euro. Donc, c'est déjà un effort financier très, très grand que pas tout le monde du tout peut se permettre. Après, par exemple, l'ENA, par concours externe, on ne peut même pas y postuler si on n'est pas européen. Et même pour les stages dans le public que je recherche activement en ce moment, il y a pas mal de stages qui sont aussi fermés par condition de nationalité. Donc, du coup, je me retrouve dans un cas où je voudrais bien travailler dans ce secteur-là, mais l'éducation est difficile à financer. Les concours sont fermés et les stages même pas possibles. Donc, est-ce qu'il y a un projet par rapport à ça? Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet que je vais regarder. Effectivement, aujourd'hui, on a une grande capacité d'accès pour les membres de l'Union européenne, c'est clair. Je sais que vous pouvez sans difficulté imaginer travailler à l'ambassade du Mexique, enfin de France au Mexique, ça c'est tout à fait possible. Je ne sais pas très bien vous dire effectivement pour les non-européens comment se passent les choses. Je peux comprendre la frustration. Je crois déjà, je peux vous dire que l'histoire pour ouvrir la fonction publique française aux membres de l'Union européenne a déjà été un long processus. Très honnêtement, si vous voulez continuer à habiter en France et travailler dans une forme de service public, je pense que l'UNESCO, l'OCDE, bref, toutes nos grandes organisations internationales en France sont à mon avis d'abord très intéressantes et sûrement à très court terme, avant que je puisse réformer des choses, à mon avis plus réalistes. Donc, je ne vous dis pas non,
Mais je vous dis, connaissant de mémoire comment ça a été un combat déjà pour l'ouvrir à l'Union européenne, j'ai peur qu'on n'arrive pas à le faire tout de suite avant que vous soyez diplômé, vous voyez. Alors, nous allons prendre maintenant la question de Loïc. Oui, bonjour Madame la Ministre. J'étais très attentif à ce que vous avez dit par rapport à la diversité et j'ai une question du coup, c'est Madame Moreno a annoncé qu'il y allait avoir la création d'un index de la diversité dans les entreprises sur le modèle de ce qui existe pour les personnes en situation de handicap ou bien les femmes dans les conseils d'administration. J'aurais souhaité savoir si ça serait possible de créer la même chose dans la fonction publique. En effet, quand on regarde les ambassadeurs, quand on regarde un certain nombre de postes, catégorie A, A+, on se rend compte qu'il y a un vrai manque de diversité. Du coup, j'aurais voulu savoir si vous comptez créer un index de la diversité de la même manière pour la fonction publique. Très clair, oui, on va évidemment, si l'index diversité est lancé, on sera pleinement partie prenante. Aujourd'hui, on a un label qui s'appelle Diversité qui revoit tout un tas de procédures, de recrutement, de transparence des postes, de tous les biais, les stéréotypes, bref, qu'on progresse vraiment dans notre manière de recruter et aussi de promouvoir et de mettre en valeur et de s'appuyer sur la diversité et tout ce qu'elle apporte aussi en capacité de prendre des meilleures décisions, parce qu'on est toujours meilleur quand on est plusieurs autour de la table à avoir vécu des choses différentes. 6 ministères aujourd'hui sont labellisés diversité. L'objectif, c'est que tous les ministères le soient d'ici 2022. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec Elisabeth Moreno pour que, vous savez, quand on est le premier employeur du pays, on se doit d'être exemplaire. On ne l'est pas toujours, mais vous voyez, quand on lance un index diversité, c'est évidemment, nous aussi, on est concernés. Mais moi, je voulais vous dire, vous voyez, sur les questions de diversité, on a un sujet de rôle modèle d'image, et vous l'avez très bien dit, sur les postes à haute et à forte visibilité. Et ce que vous dites est totalement vrai, et le signe de tout ce qu'on s'est dit avant, sur le manque de filières de formation, l'autocensure, et puis beaucoup d'images projetées de ce qu'est la fonction publique, qui aujourd'hui, je crois, limite énormément de jeunes de toute origine, lieu de vie, milieu socio-économique et de toute provenance à se dire « c'est pour moi ». Et donc, on voit bien qu'on doit travailler sur les deux côtés, à la fois dans l'accès, et ça c'est ce qu'on a lancé, mais ça va porter ses fruits dans 5 ou 10 ans, et puis aussi dans la manière dont on recrute de manière très ouverte. Voilà, moi, je réfléchis, vous voyez, à ce que, je sais pas, il y a des entreprises qui ont des Chief Diversity Officers. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose que nous, on pourrait vouloir aussi intégrer dans nos procédures? Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour toutes vos réponses très riches. Auriez-vous le temps pour une dernière question? Oui, parce que je vois que Florent a la main levée et on ne va pas le laisser avec la main levée parce que sinon il va avoir mal au bras. Effectivement. Alors, Florent, la parole est à toi. Bonsoir, Madame la Ministre. Sur la question de la loi de transformation de la fonction publique notamment, est-ce qu'au niveau de l'administration centrale et du ministère, ça n'aurait pas été possible ou ça ne serait pas possible de créer plus de mécanismes d'accompagnement en fait de l'application? Parce que j'ai l'impression, et c'est un peu le cas le sujet de la grève de demain, que ça crée aussi des ruptures d'égalité entre les différents statuts. Je pense notamment à la ville de Paris. Et finalement, ça rompt le principe d'unité du traitement des fonctionnaires par son application aux différents niveaux de l'administration, sur le temps de travail ou sur les comités sociaux, par exemple. Alors, bon, merci beaucoup. Je vois que vous êtes aussi très, très informé, très technique presque. La mairie de Paris, le débat sur le temps de travail à la mairie de Paris, c'est justement l'application de la fameuse loi qui a posé un principe simple, c'est que, en fait, dans notre pays, on a une règle qui dit que le temps complet de travail, c'est 35 heures par semaine, ça veut dire 1607 heures travaillées dans l'année. Et on a un certain nombre de collectivités où on est payé 35 heures, mais en fait, on ne fait pas 35 heures. Parce qu'on a des congés en plus, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et donc, la loi votée et promulguée en août 2019. Donc, je dis ça parce qu'on a un peu l'impression comme ça, ce serait une décision unilatérale tombée hier. A donné jusqu'au 1er janvier 2022 pour que toutes les collectivités, et tout l'État, mais l'État est déjà en règle avec la loi, appliquent
le principe de à salaire plein égale 1607 heures travaillées. Sinon, il faut ajuster le salaire parce que sinon, on a un problème d'égalité, justement. Alors, moi, je fais un suivi, vous savez, extrêmement précis. Aujourd'hui, 92% ou 94% de la loi est applicable et appliquée. Alors, après, il y a beaucoup de choses où l'application, elle peut être formelle avant qu'elle soit complètement réelle. Je pense notamment aux questions, vous voyez, de suivi des discriminations hommes-femmes, etc. Oui, on a mis en place ces systèmes. Est-ce que ça produit déjà ses effets? La réponse est bien sûr pas encore, et malheureusement, mais ça veut dire qu'on doit suivre. Mais je ne comprends pas bien le sens de votre question sur ce que vous voulez dire. Peut-être soyez un tout petit peu plus clair pour que je puisse bien comprendre. Oui, justement sur le fait qu'il y ait des dispositifs qui soient pas, qui n'aient pas l'obligation d'appliquer et où vraiment, est-ce que le gouvernement, hors les décrets spéciaux, particuliers à certaines collectivités territoriales, finalement obliger une certaine forme d'application totale pour ne pas créer des inégalités qui sont un peu contraires au principe même de fonction publique. Alors, ok, je comprends bien votre question. Oui, on fait appliquer beaucoup de choses. Vous voyez, là, on a pris par exemple une mesure très importante qui est quand même une petite bizarrerie, une vraie inégalité. Jusqu'à maintenant, quand vous étiez salarié du privé, votre employeur paye 50% de votre mutuelle santé, mais ce n'était pas le cas dans le public. Bon, c'est passé vous voyez, par un accord majoritaire il y a maintenant 15 jours. On a acté que dans les prochaines années, tout le monde devait, employeur public, payer 50% de la mutuelle santé des agents publics et on l'a imposé à tout le monde, aux collectivités, petites et grandes, à l'État, aux hôpitaux. Et en fait, quand moi je prends des lois, c'est pour obliger un certain nombre de choses dans les collectivités. Parce que ce qui s'est passé effectivement sur le temps de travail, c'est un bon exemple et je comprends mieux votre question, c'est que si l'État à un moment donné n'assure pas une forme de minimum, on voit que ça crée, comme vous dites, beaucoup de disparités. Donc moi, comme je suis la ministre du statut, le but, c'est pas d'enfermer tout le monde dans un carcan, mais c'est quand même d'assurer à tout le monde un plancher qui soit similaire. Et ce sujet de la mutuelle santé, je vous en parle parce que au moment des Gilets jaunes, beaucoup de femmes, notamment qui étaient sur les ronds-points, étaient des fonctionnaires, notamment, comme on dit, de catégorie C, donc qui faisaient des métiers dans les écoles. Ça a souvent été des femmes seules avec des enfants et qui avaient des gros problèmes d'accès à la santé. Parce que la mutuelle n'était pas payée du tout par l'employeur. Et donc, ça coûte très cher. On laissait les gens en plus choisir eux-mêmes leur contrat, avec tout ce que ça pose comme question ensuite de publicité plus ou moins honnête sur ce qu'il y a dans la protection et la mutuelle que vous payez. Donc ça, on y a mis fin. Mais c'est un travail, je peux vous dire, c'est 6 mois de négociation pour moi, extrêmement engagé, avec tous les élus locaux, avec bien sûr Bercy, parce que ça coûte de l'argent, pour arriver à cet accord-là. Et à l'accord, à la fin, je voulais vous dire qu'il est un peu historique, parce que tous les syndicats sont pour. Il n'y a eu aucune voix contre. Il y a eu des abstentions et des voix pour. Ce n'était pas arrivé depuis des décennies sur un texte de la fonction publique. Donc oui, on y travaille. Voilà. Écoutez, Madame la Ministre, merci beaucoup pour toutes vos réponses. On vous a déjà retenu trop longtemps par rapport à ce qu'on avait convenu. Merci de votre temps. Donc nous c'est toujours un plaisir de recevoir des anciens ou anciennes d'HEC Débat. Et puis, donc, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur le campus quand vous repasserez à la ferme de Villetin ou donc lors d'une conférence ou d'un pot, sait-on jamais. Vous serez toujours la bienvenue. Voilà. Merci encore. Je vous laisse le mot de la fin. Je voulais juste vous dire, il y a eu beaucoup plus de garçons que de filles qui ont posé des questions. C'est à peu près le ratio aujourd'hui des gens qui préparent les concours de la fonction publique, c'est-à-dire 35% de filles, 65% de garçons. Donc, je voudrais avoir un message spécial à vous, mesdemoiselles. On a besoin de femmes, pas parce qu'on doit remplir les quotas, mais parce qu'on représente 50% des Français et ce serait bien que 50% des gens qui pensent les lois pour 50% des Français soient aussi dans l'administration. Donc, c'était mon quart d'heure de mobilisation à vous. Mais je pense qu'il faut que vous aussi, chers garçons et jeunes hommes et messieurs, que vous aidiez vos collègues féminines à se dire qu'on a aussi besoin d'elles, parce que sinon, on a, à mon avis, un problème démocratique si 50% de la population n'est pas représentée là où on prend les décisions. Voilà. Tout à fait. Mais écoutez, c'est un... Oui. Sur ce message conquérant, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup, très belle soirée à vous et puis bonne soirée à tous les participants et à très vite pour une nouvelle conférence HEC Débat. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Madame la Ministre. Merci. Merci, madame.